Aujourd'hui, on va parler du livre de Sadri. Sadri Riari qui est là, au tableau. Vous le voyez au tableau. Et le livre est ici. On va parler de ce livre. Et normalement, il y a des personnes qui se sont inscrites. Je fais l'appel. Levez la main ceux que j'appelle et vous me dites si vous êtes là. Zaki. Lord Saumon. Est-ce que Lord Saumon est là? Est-ce que Lota 6819 est là? En fait, il y a des gens, ils sont inscrits, mais ils sont pas venus en cours, en fait. Il est malade aujourd'hui? Est-ce que Abd? Est-ce qu'on prononce comme ça, monsieur Abd? Vous êtes maghrébin, monsieur Abd? Est-ce que... C'est comme ça qu'on prononce chez vous? Est-ce que est là? Non, il est pas là. Est-ce que jus de fruits? Ah, vous avez un nom très rigolo, monsieur jus de fruits. Vous êtes là, monsieur jus de fruits? Et est-ce que monsieur SNDRCCC est là? C'est moi, SN. Eh ben, viens dans la salle. Présente. Alors, par contre, pas de filles. Ah, je suis désolé, c'est un truc non mixte. C'est un truc entre hommes et... Non, je rigole, vas-y, viens, c'est pas grave. T'as le voile ou pas? Est-ce que t'as le voile légiféré? On va commencer par jus de fruits. Bonjour, jus de fruits. Bonjour. Salut. Ça va? Tu t'appelles comment? Moi, je suis assez véhément comme prof. Moi, c'est le premier jour, là, ça va pas... on va pas plaisanter, on va parler sérieux. Tu t'appelles comment? Je m'appelle France. France? Ouais. France, c'est ton vrai prénom? Ouais, c'est mon prénom. Et t'es un garçon? Ça dépend des jours. Ah, c'est pour ça. On va accueillir une autre personne. C'est elle. C'est écrit elle. Bonjour. Bonjour elle. Salut tout le monde. Salut. Salut Wissam. Alors tu m'appelles Monsieur Wissam. Là, on est en salle de classe. Ah, excuse. Et tu éteins ton match de foot là? Ah merde, j'avais pas. Tu regardes quoi? C'est quoi le match là? C'est Brighton City. D'accord, bon ça va, c'est le championnat anglais. Tu t'appelles comment? Simon. Simon, d'accord. Tu as lu le livre en entier? Ouais. D'accord, on va en parler. Je continue avec monsieur ou madame. Avec monsieur ou madame. Avec monsieur... Wow. Est-ce que tu peux couper le stream à côté, s'il te plaît? Parce que tu es avec nous. Là, ça bonjour. Waouh. T'es en France, toi? Ou tu fais le live en direct de Gaza ou quoi, là? Non, je suis en Suisse. T'es en Suisse. Alors, ma petite Suissesse, il y a un écho. On va essayer d'arranger ça. Et enfin, je termine avec le dernier, mais pas des moindres, monsieur Zach I. Bonjour, Zach. Ouais, c'est Greg. Ah, bonjour, Greg. Et pourquoi tu prends Zach C'est comme... bon, désolé, non, c'est... Ouais. Pourquoi... Non, c'est Zach. Donc, c'est Zach. Petite blague. D'accord. Et tu as lu le livre? Ouais, je viens de le finir il y a 2 heures. D'accord. Je crois que j'ai déjà lu le livre. Oh, vous êtes là. Bonsoir à tous. C'est le dernier club de lecture de l'année. Et comme vous le savez, les clubs de lecture, c'est les vidéos qui marchent le moins sur YouTube, donc qui me rapportent le moins d'argent. Mais j'ai quand même envie de le faire parce que c'est plutôt cool qu'on se rassemble pour discuter d'un livre. Mais en tout cas, si vous voulez me soutenir, déjà likez et partagez cette vidéo. Et surtout, il y a le lien Streamlabs en bas dans la description. Il y a Toby qui rigole, je ne sais pas pourquoi. Mais mettez de l'argent s'il vous plaît, j'en ai besoin pour continuer à lire en paix. N'importe quoi. Vous avez tous lu le livre. Est-ce que vous le connaissiez avant que... Vous l'aviez jamais lu? C'était la première fois? Non, pas du tout, ouais. Moi, je l'ai lu il y a longtemps, en fait. Du coup, je l'ai reparcouru. Vous connaissiez Sadri avant ou pas? Pas du tout. Ah, vous connaissiez moi, pas? Moi, j'avais lu Politique de la racaille cet été. Ah bon? Mais tu l'as trouvé où, Politique de la Mais de racaille? base, j'ai découvert à la bibliothèque à Lyon. Ils l'ont genre dans le silo moderne. Ah Tu sais, c'est genre les ouais. livres qui sont pas accessibles en... Ah oui, parce en qu'il est vidéo. introuvable maintenant, Politique de la racaille. Très bon livre aussi, Ouais, Politique de la apparemment, racaille. ouais. T'as aimé? Ouais, de fou. J'ai reconnu pas mal le style de Ouria en vrai, parce que moi j'ai découvert Riari en vrai avec Beaufet Barbare, vu Ouais. qu'elle en parle beaucoup et tout. Et je retrouvais des choses un peu dans la manière d'écrire et tout. Et puis ouais, c'était ultra intéressant, surtout sur la rétrospective, je sais pas, sur les années 80, 90 D'accord. et tout. Enfin, il y a des trucs que tu connais pas, alors que, tu vois, il y a des trucs genre sur Lyon. Oui, ouais. Des trucs qui sont passés dans les mouvements de banlieue et tout. Mm. Il y a 150 000 trucs, quoi. Et, je sais pas, on a l'impression de redécouvrir de fou, alors que c'est très récent. Bah, la marche, en Mm. plus, ça commence à partir. La marche ne démarre pas de Lyon, mais ça commence à partir d'événements qui ont eu à Lyon. Il y a une dernière personne qu'on va accueillir. C'est Malabori, je crois. Bonjour. Bonjour. Ça va, Malabori? Tu as lu le livre, toi aussi? J'ai lu que la moitié, en fait. Ah, que la moitié. C'est pas grave, on va en parler. On va commencer par ça. Est-ce que quelqu'un n'a pas aimé le livre? Tout le monde a aimé? Ouais.
Tout le Ouais. monde a aimé. Est-ce qu'il y a Ouais. quelqu'un qui a été un peu déçu? Ça Personne. va. Personne. Donc, on va commencer. Non. Qui veut démarrer en présentant vite fait le livre de Sadri Khari? On va voir qui a fait ses devoirs. Ah ouais, c'est chaud. Ah, ça vous Ouais, fait je peux. peur, hein? Ouais, je peux essayer. Hein. Vas-y, let's go. Présente-toi, c'est Simon, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Simon. Ouais. Vas-y. Les gens, je vais essayer de mettre un truc pour que vous puissiez voir qui participe. Vas-y, Simon, on t'écoute. Alors, grosso modo, Sadri Khari, à ce que j'ai vu, c'est un gars qui vient du mouvement des indigènes de la République. Le bouquin, il est écrit en 2009, c'est-à-dire que Sarkozy vient juste d'être élu et les émeutes de 2005 sont pas très loin. Et il fait une présentation rétrospective du système colonial en France, où où en fait ça va parler d'abord de l'esclavage, puis des colonies. Ensuite, comment le rôle de De Gaulle dans cette histoire, puis enfin les résistances des classes indigènes en France, avec notamment la question des quartiers, la question de la mobilisation politique, notamment par exemple la marche des indigènes. Ouais, la marche de La marche. 83, tu veux dire? La marche des 83, pardon. Et ensuite, et ça finit jusqu'au dernier chapitre, notamment où ça parle de l'élection de Sarkozy, et il fait quelques prévisions sur le futur, et bien sûr aussi en parlant de comment le pouvoir blanc, en fait, qu'il soit de droite ou de gauche, s'unit face aux puissances indigènes, qu'ils soient en dehors ou en France. Ouais. C'est à peu près ça. Moi, je Je trouve crois. que c'est un bon résumé. Je sais pas si les autres veulent rajouter un truc. D'ailleurs, avant qu'ils rajoutent un truc, moi, si je l'ai donné à lire, c'est parce que je trouve que c'est un bon résumé. C'est une bonne manière de résumer un peu les bases théoriques, ce qu'on entend par race sociale, ce qu'on n'arrête pas de dire que la race est un rapport social. Il insiste beaucoup dessus, sur l'importance de l'autonomie et aussi pourquoi c'est aussi structurant en France. Moi, je pense que l'intérêt de ce livre, c'est de montrer que, contrairement à ce que dit la gauche, il n'y a pas seulement la question de classe, entre guillemets, et que la question économique, mais que la question raciale, elle est centrale pour comprendre ce qu'est la France, en fait. Ce qu'est la France depuis qu'elle s'est formée en tant qu'État-nation. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Ouais, bah, il Ouais. y a beaucoup de choses que... Bah, sur ce que tu dis, c'est vrai que genre il y a pas mal de choses. Quand tu les lis, des fois, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, genre peut-être dans une de tes vidéos, enfin chez PDH, quoi. On voit vraiment beaucoup l'affiliation avec aussi les livres de Bouteldia. Mais Ouais. genre, ce que je voulais rajouter, ouais, sur un peu, je trouve, une des thèses centrales du livre, c'est la réflexion sur justement ce qui se passe suite à la marche aussi. Ouais. Enfin, il y a toute la partie avant, mais c'est vraiment genre un peu l'angle, enfin le virage, quoi. Et en fait, La marche de réflexion 83, les sur, gens. ouais, la marche de 83. Enfin, comment dire, sur l'engagement politique indigène qui va suivre, avec d'un côté le PS qui vire de bord suite à Mitterrand, ça, il explique bien, avec le Premier ministre Fabius en 84, qui avoue que, enfin voilà, il y avait beaucoup de promesses électorales de Mitterrand sur les immigrés, les sans-papiers et tout, et il y a un retour en arrière, et du coup, comment est-ce que genre les différents mouvements antiracistes, les mouvements indigènes, ils s'adaptent à ça, et lui, ce qu'il dit un peu en gros, c'est que on a souvent une vision un peu pessimiste. Ouais. Ça a été écrit en 2009, il dit souvent c'est une vision qu'on voit chez beaucoup de décoloniaux, donc je pense qu'il parle peut-être même d'autres gens du pire, de se dire ouais, 83, ça a été un échec, ça a été récupéré, il y a eu une perte de puissance politique, enfin c'est ça le truc central, c'est de dire bah, la puissance politique en vrai, elle a continué à se maintenir à travers d'autres manières, par les trucs associatifs, par l'entrée en politique forcée, plus ou moins de entre guillemets, gens de la diversité, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est un côté assez optimiste au final. Alors que, bon, Ouais. en voyant le titre, tu te dis que ça va être plus en mode un constat assez pessimiste, quoi. Alors, n'hésitez pas à rebondir si vous voulez. Je voudrais juste Mais, répondre à certaines personnes qui disent que j'avais l'impression d'entendre PDH. Alors, pour resituer, c'est pas étonnant parce que pour ceux qui connaissent pas qui est Sadri Khari, c'est sûrement celui qui a
posé les bases théoriques du pire. C'est que Sadri faisait partie des membres fondateurs du mouvement des indigènes de la République, puis du Parti des indigènes de la République. Et c'est lui qui, dans les premiers temps, a fait les principaux articles, a écrit les principaux livres. C'était vraiment l'intellectuel organique du Parti des indigènes de la République, Sadri. Après, il y a eu Ouria qui est monté en puissance. En plus, Ouria a pris le rôle de porte-parole pour plusieurs raisons, parce qu'en plus, des raisons un peu plus pragmatique, notamment le fait que Ouria est plus charismatique que Sadri, avec tout le respect énorme que j'ai pour Sadri, mais Ouria est plus charismatique, elle parle mieux, elle est plus dynamique. Il n'est jamais vraiment officiellement parti du pire, mais je crois que ça fait 5-6 ans qu'il est parti en Tunisie. Et maintenant, il est en Tunisie, il écrit quelques articles par-ci par-là, mais surtout ce qu'il fait maintenant, c'est du dessin. Et d'ailleurs, vous pouvez le suivre sur sa page Instagram où il fait du dessin. Voilà, c'était pour resituer. Et enfin, aussi, pourquoi il s'est arrêté à Sarkozy, c'est que le livre a été publié en 2009. Faut pas oublier. Donc c'est vraiment en 2009 qu'il a été écrit. Donc c'était il y a presque 15 ans. Sur la fin, d'ailleurs, c'est assez visionnaire en vrai quand il parle de justement l'union de, enfin ce que tu disais tout à l'heure, c'était Simon, je crois, qui parlait sur Oui. l'unification de genre de la classe politique blanche, etc. Ouais, de fou, ouais. Enfin, ça annonce bien le hollandisme, le macronisme. Il montre bien les différentes manières de traiter le problème, entre guillemets, des politiques de l'immigration. Genre que ce soit chez le PS, chez le PC, chez la droite classique, tu as différentes strates, mais ils se mettent tous d'accord en fin de Alors. compte. Quoi. Ouais, sur le pacte racial. Ouais, et puis avec Macron, bah, tu as toutes les strates en même temps. Tu as à la fois genre, le pseudo antiracisme moral tout mou, et puis la droite dure de Darmanin. Quoi. D'ailleurs, est-ce que là, il est écrit, comme j'ai dit, il a été publié en 2009. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours utile pour comprendre la période actuelle? Franchement, ouais, je dirais oui. Bah déjà, en fait, il est utile parce que bon, c'est de l'histoire et que ça se périme pas, déjà, ce titre-là. Peut-être aussi pour rappeler, parce dit que oui je dans le pense chat que... Parce que je pense, par exemple, typiquement, je pense que dans le salon vocal, nous, on a à peu près tous le même âge. Genre, ceux qui sont nés dans le début des années 2000, en fait, on a un peu tendance à oublier cette période un peu charnière qui a été le sarkozysme, les émeutes de 2005, tout ça. Et en fait, ça rappelle bien à quel point c'était un mouvement charnière et assez précurseur de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, en fait. Ouais. France ou Malabouri? France, t'as aimé le livre? Toi, tu l'as lu en entier ou pas? Ouais, mais je l'avais lu en fait il y a très longtemps. Ah ouais, d'accord. J'étais allé. C'était en 5 ans du coup. C'était au Bandung du Nord, je l'avais acheté. Ah, t'étais venu au Bandung du Nord? Ouais. Bon, C'est là que je l'avais on s'est acheté, déjà croisés en vrai donc. Moi, je me rappelle pas t'avoir croisé. Après, j'avais croisé d'autres personnes, mais D'accord. ouais. Et du coup, ça m'avait marqué parce que c'était au tout début où je commençais à connaître un peu l'antiracisme politique. Et c'était un livre que je trouvais qui était incroyable parce que il posait toutes les bases théoriques et il les posait aussi avec plein de phrases hyper simples. Moi, tu vois, enfin, ça m'a marqué de fou cette phrase. La preuve des races sociales, c'est qu'elles luttent, tu vois. Oui, Et ça, tu vois, c'est il y a plein de petits trucs comme ça. Puis aussi plein de formules qui te restent en tête en plus de toutes les explications historiques extrêmement précises. Vraiment, c'est pour ça que je le trouve encore utile aujourd'hui parce que, en tout cas, je le vois beaucoup autour de moi, l'antiracisme politique et le mouvement décolonial reste hyper minoritaire et compris à gauche, quoi. Et donc, c'est le genre de bouquin qui, je pense, peut être utile, tu vois, pour les gens. D'ailleurs, pour rebondir sur la citation que tu as fait là, sur la preuve que les races sociales existent, c'est qu'elles luttent, il faut aussi replacer dans le contexte de 2009, où on n'est pas en 2023. C'est-à-dire, en 2009, 2023, tout le monde accepte un peu, enfin tout le monde, entre guillemets, à gauche, pratiquement tout le monde accepte le fait qu'il y ait des blancs, il y ait des noirs, accepte le concept de race sociale. Mais en 2009... je sais pas si vous vous rappelez, je pense qu'il y en a, ils sont trop jeunes peut-être pour ça, mais c'était inconcevable de parler de blanc, de race sociale, même avec le mot race sociale, c'était quasiment du racialisme et tout. Donc c'est vrai que pour l'époque, il y avait des... Même maintenant elles sont percutantes, mais elles l'étaient encore plus à l'époque, où c'était presque de la provoque. Oui voilà, on voit pas les couleurs. Hein. Alors il y a quelqu'un qui a mis, ça va les islamistes? Donc est-ce que ça va déjà? Ça va les gars? Ça va? Ouais, tranquille. Tout le monde va bien? Tranquille. Bah voilà, ça va plutôt bien. Merci de t'inquiéter pour nous. Ça va plutôt bien. Comme dirait la fouine, moi, alhamdoulilah, ça va. Bref. Est-ce que la personne de Suisse est revenue? Je ne sais pas. Oui, je suis là, je pense que ça marche. Ah, tu t'appelles comment? Sandra. Sandra, enchantée Sandra.
Donc on Enchantée. fait Sandra et après on fait Malabouri. Sandra, toi, donc tu as lu le livre en entier ou pas? Psartek, la Suisse. Ouais, enfin, j'ai lu, je suis à la 189e page, À combien? donc presque. Oh là là. 189, 189, c'est 189, c'est ça? exactement. D'accord. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser la question à toi et aussi à Malabouri. Est-ce que vous n'avez pas fini le livre parce qu'il était un peu compliqué ou pas? Est-ce que vous l'avez trouvé compliqué à lire ou pas? Non, c'était juste que j'ai pas eu le temps et que voilà, enfin. Mais il était hyper intéressant et si j'avais le temps, je l'aurais fini en très peu de temps. Enfin, il était vraiment simple et clair, je trouve. Malabouri, toi, tu t'es arrêté à quelle page? Je me suis arrêté à la page 159, je crois. D'accord. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Un peu compliqué ou ça allait? Parce que moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit que c'était un peu compliqué parfois. Moi, je trouve que ça allait, j'aimais bien. Après, j'ai pas pris le temps de finir parce que, bah, voilà, Ouais, il y a j'ai la question de timing. pas pris le temps. Mais j'ai pas trouvé ça trop dur à lire. J'ai bien aimé le côté, le style et tout. Après, ce qui m'a interpellé, c'est plus le début sur la Constitution de la République française et il y a cette thèse comme quoi c'est assez indissociable de la construction des races. Mhm. Et je suis tout à fait prêt à accepter cette thèse et je trouve ça intéressant, mais j'ai eu du mal à... En fait, je trouve... Enfin, le livre m'a pas donné de quoi défendre cette thèse genre devant mes potes, tu vois. Ou alors après, c'est peut-être moi qui ai pas assez bien compris, mais Mhm. j'ai du mal à concrètement donner quelles sont les manifestations et comment ça s'est fait, ce processus de... Parce qu'il y a cette thèse que c'est quasiment indissociable, genre l'humanisme bourgeois blanc et... Enfin, qu'il est forcément blanc, quoi. Mhm. Et du coup, c'est quand même une thèse sacrément forte. Ouais, je pense Voilà. que ça, c'est des trucs à compléter avec d'autres livres. Mais il me semble que lui. Alors, si je me rappelle bien, il parle de la conquête. Il dit que l'un des éléments qui prouve cette blanchité, c'est que la création de la nation française s'est faite sur l'identité blanche, notamment pour se créer en tant qu'empire, il me semble. C'était pas à peu près ça? Vous me dites. Ouais, et en gros, il dit qu'il y a cette double facette enfin, ces deux facettes, pardon, de l'identité blanche qui est d'un côté l'identité nationale, enfin, du roman national, les Gaulois, le machin, etc., Napoléon, Clovis, je sais pas quoi, et puis l'identité européenne, et que les deux se renforcent et enfin, Hmm. il isole ces deux trucs spécifiques et qui fait que des fois, bah, il y a des contradictions quand, par exemple, avec la Seconde Guerre mondiale, l'envahissement des Allemands, il dit, tu vois, c'est des Blancs parce que c'est des Européens, mais c'est pas des Français, donc. Et il montre aussi en vrai, là, Malabori, genre, là où il montre un peu la construction de ce phénomène, c'est avec, quand il parle du code noir, je trouve. Il explique, enfin, à travers le temps, Mm. comment ça évolue et comment, genre, enfin, le statut des Noirs, il est ancré dans la loi. Après, je suis d'accord que Oui, ça c'est vrai, ça. montre après, ça montre genre une historicité du racisme, mais ça montre pas forcément que la nation, la République, elle est construite là-dessus, que sans ça, elle pourrait pas exister, tu vois. Ça, Hmm. c'est une affirmation plus forte, même si je suis d'accord aussi. Bah, c'est un Mais, truc moi, il me semble qu'il dit aussi que c'est un truc qui se construit petit à petit. Déjà, c'est pas ouais, un voilà, il y moment a ce rapport. donné où paf, mais il y a toujours. Mais en fait, ça, il faut aussi voir un autre livre qui s'appelle de Charles Miles. Là. J'avais déjà conseillé. Le contrat racial, non? Le contrat racial, voilà. Le contrat racial, où lui, il va davantage dans l'analyse des écrits philosophiques de l'époque. Il y a aussi le livre de... ah putain, j'ai oublié son nom. Mais je le retrouverai, là, je le retrouverai le temps que vous parlez. Où il explique que même toutes les idées d'humanisme, d'universalisme et tout, ont toujours été construites pour les Blancs. C'est-à-dire qu'il y avait Mm. l'idée d'égalité, tout ça, d'humanisme, mais il y avait toujours cette idée que cela, ça ne concernait que les vrais humains, entre guillemets, les humains émancipés, les humains complets, on pourrait dire, qui sont les humains blancs, contrairement à ceux du Sud ou à ceux, les natifs américains et tout ça, qui eux sont pas des humains complets, tu vois. Mais que quand même dans les interprétations de gauche, on avait l'idée qu'on pouvait les faire accéder à l'humanité, c'était pas quelque chose qui était impossible. Et sinon, ils auraient été trop en contradiction avec leur humanisme. Mais on pouvait les faire accéder à l'humanité, mais que ça demandait du temps et que ça demandait que eux, c'est un peu leur mission en gros, c'est de faire accéder à ces populations sous-évoluées, d'accéder à l'humanité. Est-ce qu'il y a d'autres critiques comme ça, des choses que vous trouvez qui n'ont pas été totalement bien expliquées ou quoi? Là, j'en ai pas qui me viennent.
Et qu'est-ce que vous avez le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous saviez pas, que vous avez appris? Moi, par exemple, je sais que ce qui m'avait beaucoup marqué, mais c'est un détail, ce qui m'avait beaucoup marqué dans le livre de Sadri, entre autres, c'était le degré de racisme de Charles de Gaulle. Ah ouais, les citations, elles sont Les vraiment citations sont remarquables. incroyables, hein. Ah ouais, il y en a. En plus, il y en a plusieurs. Il y en a deux. Il y en a qu'on peut pas citer. Colomber les deux mosquées. Après, elle est assez Mon connue, préféré, celle-là. d'ailleurs. Mais oui, et en Ouais, fait, il y en a des bien pires. ouais, il y en a des bien C'est pires lui sur qui les dit Noirs. qu'il en a marre de voir des Noirs à l'Élysée, que de toute façon ça sert à rien et tout, de leur parler, que genre. Il réclame en gros qu'on lui ramène plus. Enfin, pardon, hein, mais qu'on lui ramène plus de Ah non, Noirs non, à non, attends, dis l'Élysée pas le mot, parce de qu'il veut Noirs, pas les hein. voir. Dis pas le Non, mot. mais j'allais pas. Non, J'ai eu peur. J'ai eu peur. non, je dis pardon parce que Parce genre, qu'il utilise un autre terme. Lui, juste la manière dont il dit, tu vois, c'est choquant quoi. Mais attends, je vais essayer de la retrouver. Tu l'as? C'est bon, tu J'en l'as? ai une, c'est une autre, juste c'est une petite. Vas-y. Il a dit, les communistes russes sont des traîtres à la race blanche. Un jour, Ah ils oui. redeviendront solidaires de l'Europe. C'est précis ça. Non, mais il avait le sens de la formule et j'ai retrouvé la citation dont tu parles. Alors, les gens, vous êtes prêts? Dites-vous que quand je dis noir, De Gaulle utilise un autre terme. D'accord? Vous êtes prêts? C'est à la page 80 du livre de Sadri, donc c'est une citation de Gaulle. Il y a les sources et tout. Vous savez, cela suffit comme cela avec vos noirs. Vous me gagnez la main. Alors on ne voit plus qu'eux. Il y a des noirs à l'Élysée tous les jours. Vous me les faites recevoir. Vous me les faites inviter à déjeuner. Je suis entouré de noirs ici. Et puis tout cela n'a aucune espèce d'intérêt. Foutez-moi la paix avec vos noirs. Je ne veux plus en voir d'ici 2 mois, vous entendez? Plus une audience avant 2 mois. Ce n'est pas tellement en raison du temps que cela me prend, bien que cela soit déjà fort ennuyeux, mais cela fait déjà très mauvais effet à l'extérieur. On ne voit que des noirs tous les jours à l'Élysée. Et puis je vous assure que c'est sans intérêt. Voilà De Gaulle, dont se revendique tout le monde. D'ailleurs, il y en a une qui s'en revendique le plus, c'est comment elle s'appelle? Nadine Morano. Voilà, Nadine Morano se revendique énormément de Gaulle. Et ce que je trouve triste, c'est que, en fait, c'est celle qui a sûrement le plus raison, en fait. Parce que De Gaulle était profondément raciste. Et d'ailleurs, ça fait partie de la citation que tu as fait sur Colombelle et deux églises. De Gaulle partait du principe que s'il y avait trop de Noirs et d'Arabes en France, la France ne serait plus la France, quoi. Ouais, je l'ai sous les yeux. Il dit, c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, Ouais, la France ne serait plus la France. Voilà. Ça, Donc, c'est une notion qui suit tout le bouquin avec Ouais. le seuil de tolérance qui est évoqué par je sais plus quel autre politique et qui est un thème récurrent. Ouais, ça revient avec les Chirac, socialistes. Sarkozy, tout, voilà. Ouais. Puis la suite de la citation, c'est vraiment ouais, c'est 117 quoi, le bordel. Il dit vous les avez vus avec leur djellaba, je sais pas quoi. C'est vraiment. Ah oui, oui. Essayez de mélanger de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille et vous verrez qu'au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. non, mais moi, je vous dis, c'est ça qui m'avait le plus marqué. Et donc, à part ça, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont plu? Qu'est-ce que vous retenez le plus? Ce que j'avais en tête, mais je retrouve plus aussi dans le bouquin. Quand il parlait de comment est-ce qu'on peut réagencer le rapport qu'on a à la colonisation en France, où souvent ce qui était avancé dans les médias, c'est le fait d'en parler plus, de mettre une page de plus dans les bouquins d'histoire et tout. Et lui, justement, il expliquait que c'était d'en parler autrement, d'en parler comme d'un rapport, comme d'une lutte sociale, justement. De parler des indigènes comme une force politique. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était hyper parlant par rapport à la manière de complètement réagencer ton rapport et que c'était ton rapport à la lutte et que c'était cohérent avec le pire, quoi. Bah, en plus, est-ce qu'il y a... Alors, et surtout, je rappelle pour l'époque, on est en 2009 quand le livre sort. Et est-ce que vous l'avez trouvé assez violent avec la gauche ou pas? Est-ce que vous le trouvez violent mais juste? Parce que à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit et c'était une époque où c'était très très conflictuel. Alors, ça l'est encore aujourd'hui entre les antiracistes et la gauche, mais à l'époque, ça l'était encore Ça avait fait davantage. du bruit à gauche à l'époque? Oui, ça avait dans le milieu militant, ça avait provoqué des débats parce que déjà rien que l'idée d'introduire la question de la race, tu vois, juste ça avait provoqué des débats. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces propos vis-à-vis de la gauche? Est-ce que vous trouvez ça juste ou injuste parce que quand même il est dur, hein. Il est dur et en même temps il reconnaît notamment un lien, une lutte qui est importante pour la gauche, la lutte pour les droits des immigrés. Il en parle assez longuement des droits des immigrés. Et lui, ce que dit Sadri,
Adrien, en gros, les gens, c'est oui, mais en fait, les gauchistes, vous aimez bien les immigrés, que quand dans votre tête ils votent à gauche, hein, que quand en fait dans votre tête ils sont sous votre contrôle. C'est-à-dire que les immigrés, d'abord, c'est pratique parce que ils sont un peu impuissants, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas d'organisation politique, ils n'ont rien. Ça l'est encore plus pour les sans-papiers qui eux peuvent pratiquement pas parler parce qu'il y a le risque d'être attrapé par la police, d'être envoyé au pays et tout. Donc vous les aimez bien parce que ça fait partie des non-blancs que vous pouvez contrôler, et aussi parce que vous imaginez trop qu'ils sont forcément de gauche, parce qu'un bon immigré, c'est un immigré de gauche. Et si cet immigré n'est plus dans votre contrôle et même a des idées qui sont contradictoires aux vôtres, et ça va être un islamiste, ça va être un communautariste, vous allez tout de suite le rejeter. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ça. C'est marrant que tu dises que ça a choqué à l'époque, parce qu'en vrai, pour une politique de Harakaï, justement, il est plus virulent, je trouve, sur la gauche blanche. Ouais. C'est là vraiment où il définit d'ailleurs la gauche blanche, où il explique bien ce que ça veut dire, le fait que ça soit pas genre juste les blancs de gauche. Et il explique même comment genre le mouvement indigène il se constitue aussi en opposition à la gauche blanche, en même temps que les autres forces politiques. Et je trouve du coup dans celui-là, il est moins. Tu le trouves moins véhément. Limite moins sur la gauche. Tu vois. Mais après, ouais, c'est mérité, clairement. Enfin, Oui, je serai d'accord de toute façon, je pense. Malabori, Sandra, vous voulez ajouter quelque chose sur ça? Enfin, moi, ça m'a pas spécialement choqué parce que, enfin, je pense à force de vous écouter à PDH et tout ça, enfin, c'était rien de très choquant, mais enfin, je me dis juste que beaucoup plus de gauchistes devraient lire ce livre, en fait. Ah. Parce que quand je parle avec des gauchistes de partis politiques ou militants en Suisse, à chaque fois, je vois qu'ils ont ce truc de mais il faudrait donner la parole aux racisés, enfin, et qu'en fait, ils sont très bien intentionnés, mais en fait, je suis là, mais genre, va lire les livres d'Ouria, va lire et réfléchis à ce que tu dis. Ça m'a trop parlé personnellement parce que c'est tellement le cas avec ma mère, immigrée et pas de gauche. Ouais. D'ailleurs, vous êtes, alors je vais poser une question indiscrète, mais vous êtes tous blancs là ou pas? Ouais. 50%. 50%, comme moi, t'es comme moi. Oui. Eh ben, je vais en parler en particulier. Je voudrais poser la question en particulier aux blancs parce que j'ai vu là dans le chat qu'il y a quelqu'un qui disait que il avait éprouvé un sentiment de culpabilité. Est-ce que vous avez éprouvé un sentiment de culpabilité en le disant? Non, grave. Pas tellement, non. Ouais. Non. Non. Tant mieux, hein, parce que moi je trouve que ça éprouve un sentiment de culpabilité. Après, c'est possible, hein, Ouais. mais Bah, en vrai, il est pas si culpabilisateur, hein. ouais. Et surtout, à la rigueur, je veux bien comprendre quand c'est Ouria qui fait sa provo, qui dit tout plein de trucs dans ses bouquins, je veux bien comprendre, mais là, ça va, il est gentil. Ça, c'est mes vrais Après, non, babtous moi, qui je s'en trouve battent pas les gentil couilles. pour le coup. Excuse-moi, France, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais par contre, pour le coup, je le trouve pas gentil. Au contraire, justement, j'aime bien le fait qu'il est assez tranchant, même s'il est plus universitaire que les textes d'Auria, tu vois. Mais par contre, s'il est pas culpabilisateur, je pense que à mon avis, s'il y a des gens qui sont culpabilisés, c'est plus parce que ça fait des échos à d'autres formes de militantisme qu'ils connaissent, mais pour moi, ce bouquin n'est pas du tout là-dedans, quoi. Ouais. Je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Si. Bah, il y a Elias qui dit qu'il faudra aussi parler de comment De Gaulle a donné l'indépendance pour contrer les mouvements de libération et aussi du manque de passation entre les générations de militants indigènes. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué dans le livre que vous avez beaucoup apprécié, Sandra? Moi, j'ai trouvé. Enfin, bon, moi, c'est le truc de la critique de la gauche, c'est ce qui m'a presque encore plus intéressé. Mais aussi la cohérence entre les luttes anticoloniales et aussi à l'international. Du coup, je pense que de le lire dans ce contexte, ça m'a été hyper utile. Et aussi, en fait, et là, en fait, on voit comment, là, en France, les politiques de droite ou même les socialistes utilisent ce qui se passe pour descendre les partis d'extrême gauche. Enfin, du coup, je pense que j'aurais pas compris ça aussi bien si j'étais pas en train de lire ce livre-là, en fait. Finalement, voilà. Non, rien. Non, vas-y. On est là pour s'exprimer. Non, mais je me disais, en fait, est-ce que finalement, ça montre que, tout ça, c'est juste pour entretenir la blanchité et la suprématie blanche, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça fait ressortir et que c'est ça qui se passe et que même s'il a été ancré en 2009, du coup, ça explique totalement, ça aide à comprendre le contexte actuel et comment c'est repris en France. Et dans d'autres pays, en Suisse aussi. Mais... D'ailleurs, tu trouves que est-ce que tu peux avoir un écho avec ce qui se passe en Suisse ou pas? C'est intéressant de voir un peu. Parce qu'en plus, déjà, on a la vision un peu caricaturale de la Suisse où tout le monde est riche, où tout le monde va bien, où même les immigrés, ça va, c'est pas grave. Alors qu'au contraire, il se passe aussi des dingueries. Il me semble que l'une des communautés immigrées qui est un peu le plus visée, alors il me semble qu'il y a beaucoup d'Africains subsahariens, mais aussi beaucoup d'Albanais. C'est ça un peu vos Arabes, c'est les Albanais, c'est ça, non? Ouais, maintenant, je pense que ça change un peu. Mais ouais, quand moi, il y a 10 ans ou quand j'étais à l'école, c'était très mal vu de traîner avec des Albanais, quoi. C'était
c'était les racailles. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est aussi un lien avec l'islam ou pas du tout? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'Albanais musulmans, non? Ou je me trompe? Ouais, je sais pas trop, non. Ouais, Enfin, je suis non? pas sûre. Non. D'accord. Les Albanais, c'est Oui, ils sont musulmans, les Albanais, ouais. Ouais. Grande majorité. Et est-ce que je finirai sur la Suisse? Est-ce que tu trouves qu'il y a un peu la même attitude de la part de la gauche suisse que c'est aussi une gauche blanche, un peu comme la France? Ben, on voit que, enfin, parce que là, il y a eu 2 manifs, une jeudi et une cet après-midi, et d'habitude, il y Pour a la beaucoup de Palestine, partis c'est ça? qui sont là. Pour la Palestine, oui. Et que du coup, d'habitude, il y a beaucoup de partis qui sont là, et là, il n'y avait pas beaucoup de drapeaux des partis de la gauche, quoi. Est-ce que là, enfin, donc là, ils se positionnent pas trop. Ouais, c'est un peu comme ici, quoi. Moi, il y avait quelque chose aussi qui m'a. Alors, là, je vais parler davantage aux indigènes, mais je sais pas s'ils éprouvent le même sentiment, ceux qui l'ont lu. Mais moi, ça m'avait fait une libération parce que il a des propos forts sur l'autonomie et des propos qui, pour moi, m'ont libéré, m'ont dit, mais en fait, oui. Faut que j'arrête d'être aussi stressé sur ce côté-là. Parce que c'est un peu la citation là que j'ai mise sur Twitter. Et en fait, c'est vrai que ça fait partie du problème. Et nous, on n'ose pas l'assumer, le problème, tu vois. Lui, il dit, mais en fait, Tu peux redire la citation? nombreux sont ceux qui, même s'ils sont français depuis des lustres, persistent en effet à se penser illégitimes. Et ça, moi, j'en faisais partie. Ils s'interdisent le droit de discuter les valeurs de la France, ni a fortiori de refaire la France. Seuls les vrais propriétaires de la France, les Français blancs, européens, chrétiens, les sous-chiens, en un mot, les sous-chiens, seraient en droit de dire ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Nous ne pourrions, quant à nous, que revendiquer notre insertion dans les dispositifs de l'égalité juridique, l'égalité abstraite des chances, tout en nous prosternant devant le drapeau français. C'est incroyable. Et en fait, tout est là, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai relu la fiche de lecture que j'avais fait, je me suis dit, mais oui, parce que quel est le problème pour les Français? C'est que t'as des Noirs et des Arabes qui se sentent légitimes pour changer la France, tu vois. Et c'est ça le vrai souci. Moi, quand je m'exprime politiquement, 60% des réactions des fachos, c'est de dire, rentre chez toi, tu vois. Et c'est vrai que pour beaucoup de Noirs et d'Arabes, même maintenant, il y a un peu l'idée de, ah, mais on n'est pas vraiment chez nous. Est-ce qu'on est légitime pour changer les choses, pour dire Et en fait, même du point de vue, et c'est là que c'est grave et qu'on voit à quel point on a nous-mêmes incorporé le racisme. Mais même si on adopte le point de vue français, du point de vue légal, en tant que citoyen français, on a tous les droits pour remettre en question la France, tu vois. En tant que citoyen, veut dire, on fait partie de la France et on peut discuter les valeurs de la France. On peut penser une autre France, tu vois. En théorie. Non, je disais en théorie, parce que de moins en moins, mais en vrai, c'est intéressant sur ça. Moi, j'avais surligné effectivement cette citation, et il y avait, je sais pas si ça m'a fait tant cet effet-là de libération. Après, je l'ai lu un peu vite parce que je voulais terminer, tu vois. Donc après, passé c'est pas la un même bon période diagonale. aussi. Tu nous as, veux dire, moi, j'ai lu Sadri, je découvrais Ouria, tu vois. Donc, moi, là, ça fait un moment que tu regardes PDA. Je pense que tu vois. Bah, moi, ça me l'a fait un peu avec Beauvais Barbare quand il dit il faut s'autoriser à penser l'État, tu vois. Ça, c'est ça qui m'a marqué. Et enfin, essentiellement, ça dit la même chose, quoi, tu vois. Que notre autonomie politique, elle a un sens dans ce cadre-là, dans le fait de, bah ouais, on constitue une puissance politique, comme dit l'autre, à part entière, quoi. Charles qui dit, et les vieux qui étaient venus dans les années 70 avec qui je parlais me disaient, on n'est pas chez nous ici. Ils étaient perdus quand je leur demandais pour les gosses nés ici après 2000. Mais ça aussi, il en parle, Sadri, dans son livre. Il parle et je trouve ça beau quand il parle des anciens immigrés qui devaient raser les murs. Ouais. Quand il parle il dit qu'effectivement, ils devaient raser les murs. Mais en même temps, il disait, mais pour eux, déjà, ils n'étaient pas dans la même optique que nous. Ils voulaient pas rester. Ils voulaient pas rester en France, ils étaient en mode bah, moi je vais rentrer au pays. Et il y avait aussi une forme de dignité dans l'entre-soi. Tu vois, ils gardaient leur ouais, voilà, les Shibani. Un truc aussi par rapport à ce que on disait juste avant, il y a une phrase aussi que j'ai bien aimée, c'est il dit que l'indigène qui met un bulletin pour un candidat sarkozyste, pour une promesse que il construira une mosquée dans la ville ou quoi, il représente une plus grande menace pour la République que l'indigène qui vote PS pour faire augmenter ses salaires. Et il dit d'ailleurs, après avoir dit cette phrase, ouais, je sais qu'on va me tomber dessus, enfin, je l'explique, je justifie. Il y a ce truc un peu de la conscience, de statut. Enfin, il réfléchit pas mal sur la conscience collective. Et souvent, enfin, dans les trucs marxistes, ça parle de conscience en soi, contre conscience pour soi et tout. Que j'ai pas envie de faire une position revue. Lui, il a un peu cet arrière-plan marxiste, ça se voit même de la manière dont il écrit.
C'est ça que je voulais très dire. analytique et tout. Ouais. Trotsky. Euh, Sadri, il fait partie. Il est né en Tunisie. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit Trotsky. Sadri, il est né oui, en Tunisie et il a une culture son père, trotskiste. son père était communiste et tout, c'était un Voilà. représentant syndical, un truc comme ça. Et il a cet arrière-plan-là, et du coup, dans les premiers chapitres, il fait justement une distinction pour explorer la notion de est-ce que, genre, bon, enfin, il part de, ok, le postulat, la lutte des races existe, mais est-ce qu'on peut dire que c'est des classes comme les classes sociales? Mhm. Et il prend une définition de catégories statutaires. Et les catégories, enfin, les trucs de. L'idée du statut, c'est vraiment comme plus dans un système féodal avec des catégories fermées et qui découlent pas forcément des rapports de production comme les catégories de classe marxistes classiques. Mais il explique comment ce statut s'est progressivement réintroduit dans un espèce de genre paradoxe historique de les sociétés européennes qui avaient plus d'esclaves se remettent à avoir des esclaves et comment justement ça se crée ce rapport social-là qui va Mhm. assimiler le noir à l'esclave au noir, mais tout en créant, enfin, comment dire, au départ, il n'y a pas, comme il dit, avant que les Européens posent le pied en Amérique, ils n'étaient pas blancs et Mhm. avant que les Noirs soient emmenés en Amérique, ils n'étaient pas noirs. Donc il y a ce Ouais. truc de cette création, il revient Ouais, historique. à, à- un peu à une base un peu matérielle, historique de la création de ces rapports sociaux. Mhm. C'est vachement intéressant. Tu voulais intervenir? J'ai oublié. C'est Simon? Ouais, moi je voulais revenir, je pense, sur le chapitre 2, enfin sur De Gaulle. Ouais. En gros, moi je pense que je pense que ça doit être mon chapitre, peut-être le chapitre qui m'a le plus marqué aussi, parce que aussi peut-être de base personnellement, vu que j'ai ma famille qui a été qui était dans la résistance gaulliste et que du coup j'ai un peu grandi avec la mythologie gaulienne, enfin toute cet imaginaire là. Du coup voir de Gaulle comme ça a priori ça a priori assez surprenant. Mhm. Et aussi ce que je trouve, ce que j'ai trouvé vraiment brillant dans ce chapitre, c'est de montrer comment, en fait, la crise de la quatrième République et donc la naissance de la cinquième République est une crise coloniale. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit absolument jamais. Alors que pourtant, c'est un truc en fait qui est réellement évident quand on s'en rend compte et que ainsi en fait, ça montre que en fait que la question coloniale n'est pas une parenthèse de la République française, mais une conséquence et même quasi une cause de son existence en fait. Et puis aussi, ça met un peu les points sur, par exemple, du coup, ça c'est un truc que je connaissais bien, c'est en fait, par exemple, ce que les gaullistes, enfin, ils ont cet attachement à la France-Afrique et au reste de l'empire colonial, tout ça, qui explique encore pas mal de choses aujourd'hui. Ouais. Et oui, ça permet de remettre quelques pendules à l'heure aussi. Mais sur De Gaulle, Vas-y, après, vas-y, les vas-y. réseaux Focard et tout, ça, t'as des trucs, t'as des bouquins entiers écrits là-dessus, c'est des dingueries, quoi. Enfin, plus tu t'y Ouais. plonges, plus tu vois des trucs. La manière dont, surtout, en fait, la politique c'est pas juste que la France influe sur les politiques des pays africains, c'est ça- que elle va utiliser stratégiquement les pays les uns contre les autres, utiliser certains chefs d'État, pour vraiment, des fois, tu as certains complots, genre, t'as plusieurs euh, chefs d'État qui sont complices pour pouvoir en assassiner un autre et tout. Enfin, c'est assez Ouais, il retrace, ultra dense. il retrace dans la géopolitique de l'époque, c'est-à-dire que la Ouais, bah là, stratégie, il rentre Ouais. pas, la il rentre pas dans le stratégie. détail. D'ailleurs, Mais juste ouais. sur l'importance du décolonial et surtout de l'Algérie dans la 4e et 5e République, il y a ce livre, les gens, que je conseille incroyable. Il est vraiment incroyable. C'est La guerre civile en France, de 58 à 62, du coup d'État de Gaulle à la fin de l'OAS, de Gray Anderson, Mm. qui revient sur tout ça, qui revient sur à quel point ça a marqué l'histoire de France. Et il y a aussi un livre de Todd Shepard. Donc Todd Shepard, moi je vous en avais parlé pour le truc de mal décolonisation, où il parlait de la question des masculinités, des sexualités durant la guerre d'Algérie. Et il a écrit aussi un livre, alors je ne sais plus le titre exact, mais qui montre comment... 1962, Barbure, merci beaucoup. Qui montre à quel point l'Algérie, la guerre d'Algérie, a profondément marqué la constitution de la 5e République. Juste avant, parce que je voulais enchaîner sur ce que tu as dit, mais juste avant, j'ai retrouvé le livre dont je voulais te parler, Malabouri, sur le lien, pourquoi il parle de République blanche, de l'État-nation et tout. Je te conseille ce livre, La contre-histoire du libéralisme, de Domenico Lesurdo, qui revient sur tout ça aussi et qui montre en fait comment le libéralisme, l'émergence des États-nations, tout ça, de cette idéologie est profondément raciale. Voilà, je te conseille ce livre qui par contre, il n'est pas super accessible à lire.
mais qui est pour moi aussi un incontournable. La dernière chose que je veux dire, c'est que à Merci, chaque fois, selon les périodes, que ce soit de Mitterrand, de Gaulle, il retrace la contre-révolution coloniale selon le contexte de l'époque. Et c'est-à-dire que dans De Gaulle, lui, il est face à un problème, c'est que il y a des fortes luttes anticoloniales, et De Gaulle est guidé par un projet. C'est de préserver l'Empire français, en gros. C'est de préserver la grandeur française, et qu'il est obligé d'accorder des indépendances, mais en même temps, il met en place des systèmes qui vont faire que le néocolonialisme, en gros. Donc le néocolonialisme, tout le truc de la France-Afrique, ça vient de cette période-là. Et c'est De Gaulle il faut le dire, qui est un énorme stratège, qui est un stratège de fou. incroyable, quoi. Oui, et puis Focard, quoi, qui a aussi fait toutes les tâches un peu sombres. Ouais. Oui. C'est Danzo c'est le deuxième Hokage, un peu Focard, j'ai l'impression. Mais juste par rapport à justement la constitution de la 5e, je veux rajouter un petit truc. C'est pas au-delà, c'est complémentaire avec le fait que justement c'est une réaction par rapport aux luttes décoloniales qu'il y a eu en Indochine puis en Algérie. Il y a le fait que la constitution de 58, c'est la constitution d'un empire et pas juste de la République française, parce qu'à ce moment-là, c'est la communauté française, je crois que ça s'appelle, le truc qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas tenu plus que 2-3 ans, parce qu'il y avait notamment le problème des assemblées représentatives qui auraient eu du coup beaucoup d'indigènes. L'Union française. Ouais, merci. Et du coup, il y a ce truc-là que la Constitution était pensée pour ce projet de Gaulle, qui était vraiment le dernier espoir, quoi, pour essayer de maintenir une forme institutionnelle officielle de l'Empire. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le livre avant que je vous pose encore 2 petites questions? Ouais, les citations de Jean Genet, elles sont trop classe. Ah, il cite Jean Genet dedans? Oui, il y a du Jean Genet. Pas mal, ouais. Ah ouais? Incroyable, Jean Genet. Il y en a une aussi de citation de Malcolm X. Mais il a écrit un livre sur Malcolm X qui est à lire. Ouais, apparemment, ouais. Tu veux citer Malcolm X, c'est ça? D'ailleurs, il y a un livre, j'ai un livre sur Malcolm X, les gens, faut le lire, il est à la découverte. C'est plein d'interventions de Malcolm X et tout, et pour moi, c'est aussi un incontournable. Il y a aussi du Fanon et tout, d'ailleurs. Ah bah oui. Ça aussi, c'est pas mal. Ah oui. Forcément. Ah oui, Fanon, c'est sur la différence entre la ville du colon et la ville colonisée, et comment ça se transpose en métropole. Ouais, c'est super beau. Oui, il est aussi très bien d'ailleurs le chapitre sur les quartiers. Et moi j'aurais comme question, est-ce que vous le trouvez, on en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais votre avis, parce que parfois il est un peu dur, il fait quand même un constat de la contre-révolution qui a l'air de nous écraser. Est-ce que vous le trouvez quand même pessimiste ou optimiste, le livre? Est-ce que ça vous donne quand même de la force, ou vous vous dites, ah c'est chaud? En vrai, j'ai l'impression que le message du bouquin, c'est qu'il se dit on peut pas se permettre d'être pessimiste, et notamment, il y a la citation de Jean Genet qui dit que la victoire du Fedayeen, c'est l'action en elle-même. Et que donc, en fait, il dit ce qui se permet, c'est que l'action est obligatoire. Du coup, même si c'est la merde, on peut pas se permettre d'être pessimiste. Donc, faut être optimiste pour faire de l'action. Non, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que il pose un peu les conditions pour être optimiste. Je trouve, ça m'a vraiment donné cette impression, le dernier chapitre. C'est-à-dire, il fait un dernier chapitre qui est d'une certaine manière optimiste, en disant voilà comment on peut construire une force politique indigène. Mais avant, il se dit ok, je pose toutes les conditions avant, parce que sinon on va pas s'en sortir, et ça sert à rien d'être optimiste pour rien. Et juste, je suis désolé, mais là, moi je vais devoir partir. Ça marche, pas de souci. Cool. Merci France. Merci à toi, France. Ouais. Mais moi je trouve que c'est important cette idée d'accord. Mais c'est un peu aussi ce qu'on trouvait dans le Black Power de Carmichael. C'est d'accord, on peut avoir, si vous voulez, on peut avoir des alliances. Hein. On peut très bien s'entendre et tout, mais il y a des conditions. Hein. Il y a des conditions. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il rend une dignité pour les immigrés, pour les indigènes, pour les racisés, vous le dites comme vous voulez. Mais il rend une dignité en mode, mais on n'a pas à avoir honte. On n'a pas à avoir honte d'avoir aussi, nous, nos prérogatives, d'avoir aussi, nous, nos combats, et de les assumer, quoi. Malabori, tu voulais intervenir? Sandra, tu voulais rajouter un truc sur ça? Mais ouais, je pense qu'il me manque aussi la fin. Mais ouais, j'ai l'impression que ça, pour la gauche, ça donne un peu quelles erreurs à ne pas faire. Ne pas refaire un peu, je trouve. Et c'est vrai que je sais plus si c'était Simon ou mais c'est pas grave, qui avait dit que c'était visionnaire, parce que et c'est là où je trouve que c'est quand même optimiste malgré tout, c'est qu'il dit que là le suprémacisme blanc est en train de se radicaliser. Et surtout depuis Sarkozy, on voit que même la gauche maintenant essaye de suivre, et d'une sorte d'union derrière le pacte racial, de parler aux blancs face aux immigrés. Et on voit l'évolution actuelle, hein. On voit maintenant, on fait le constat que oui, Sadri avait raison. Mais en même temps, là où c'est pas pessimiste, c'est qu'il dit, mais
Ça, c'est un fait, et c'est important les gens à le retenir parce que Malcolm X le disait aussi. Il disait que, mais en gros, c'est la condition sine qua non à notre avancée. Je veux dire, plus on sera puissant, et c'est ça qu'il arrête pas de dire, et qui donne la force, et que je trouve qu'on manque à gauche, c'est de dire, Ouais, c'est la preuve même, voilà, le fait qu'il y ait justement cette enfin, toute cette réaction. S'il y a une réaction, c'est que ils craignent quelque chose, quoi. voilà, c'est ça. C'est plus on va être puissant, plus ils vont se radicaliser sur leur droite. Et le fait qu'ils se radicalisent sur leur droite, c'est la preuve de notre montée en puissance. Et ça, on peut l'appliquer sur tout. Hein. Je veux dire, la FI, moi je vois des gens qui disent ah non, mais Mélenchon, il attire, il est diabolisé, il attire de la colère. Regarde comment il est attaqué, ben, parce qu'il fait peur et tout. Mais en fait, il faut le voir dans l'autre sens. Mélenchon est attaqué et autant diabolisé, parce que Mélenchon et la FI font peur. Tu vois, parce qu'il y a une montée en puissance, parce qu'ils sentent qu'ils rassemblent des gens, ils sentent qu'il y a une capacité de déstabiliser le système en place chez Mélenchon, qui fait qu'on va mettre plein de balles à Mélenchon. Et vous voulez la preuve de ça? Regardez Roussel, comment il est bien accueilli. Faut expliquer ça à Ruffin. Voilà, Ruffin et Roussel, faut leur expliquer. Et ouais, écoutez, on va terminer avec une dernière question. On s'était dit qu'on faisait 1 heure et demie. On est à peu près dans ce laps de temps-là. Est-ce que vous le conseillerez à d'autres personnes? Est-ce que vous le conseillez à lire, ce livre? Est-ce que c'était un bon début? Est-ce que vous l'avez bien aimé? Voilà. Et vous mettez une note sur 10 au livre. Et on fait chacun votre tour pour. Et ça fait aussi votre conclusion. Franchement, moi, je mettrais un bon 16-17, vu que notamment, Ah, en sur fait, 20. c'est que... Ouais, sur 20. Comme on a dit, ça se lit assez facilement. Un peu de la base des bases avec le chapitre 1, où il explique ce que c'est la race sociale, que un placement historique où, en fait, qui amène pas les prévisions sur l'avenir. Et en plus, le fait que le bouquin soit vieux, entre guillemets, je trouve ça c'est un avantage parce que du coup, on peut avoir un avis sur ses prévisions, en quoi il avait tort, en quoi il avait faux, ce qui donne encore un peu plus de valeur au bouquin, je trouve. Ouais, bah, je sais pas, moi je lui mettrais 7-8 sur 10. Je sais pas si je le conseillerais clairement à mes potes, mais pour des militants, je le conseillerais clairement, bah, en tout cas la partie que j'ai lue, surtout tout ce qui est constitution des races sociales, comment au début, tous les codes, tous les trucs dans l'esclavage s'évoquaient pas la couleur de peau, puis ça a fini par l'évoquer, enfin tout ça c'était ultra intéressant. Rien que pour ça, je le conseillerais. Après, je pense pour des gens qui sont pas dans le délire ou pas militants, c'est peut-être un peu plus dur à lire, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de Ouais, faits, ouais. beaucoup de trucs historiques, mais Ça part de loin. voici les gens sont motivés, clairement, ça vaut. Sandra. Moi, je donnerais 8 sur 10. Et je l'ai déjà recommandé. Je me promenais avec, je disais, je suis en train de lire là, ça, il faut trop que tu lises. Ah. Parce que je pense que c'est important, enfin, de connaître l'histoire. Enfin, puis peut-être d'autant plus en France. Enfin, en Suisse, c'est un peu différent, mais je pense Oui, qu'on c'est- peut aussi s'en inspirer. Mais de connaître l'histoire des luttes, enfin, ça fait qu'on sait mieux un peu vers quoi on va, en fait. Enfin, donc, c'est essentiel, je pense. Ouais, surtout que c'est des parties de l'histoire qu'on n'apprend pas, quoi. Je veux dire, la façon Mhm. de Gaulle, tous ces trucs-là, avec le récit national qu'on apprend à l'école ou quoi, ça fait partie des choses qu'on n'apprend pas. Tu voulais ajouter quelque chose encore, Sandra? Mais aussi, je pense que aussi c'est intéressant pour les gens de savoir sur quoi est basée leur identité nationale, en fait. Enfin, moi, je suis psychologue, donc je pense beaucoup en termes de psychisme, mais en fait, connaître son histoire et qu'est-ce que c'est notre sentiment national, d'où ça vient, bah, ça change tout, en fait, enfin, après. Donc, c'est important. C'est un peu comme dans SNK quand vous découvrez que ah bon. Ah, maintenant, je vais pouvoir vous faire les comparaisons à la SNK parce que j'en suis à la moitié de la 4e saison là. Donc, d'ailleurs, moi, je voudrais dire un truc. J'espère qu'il n'y a aucun fan de SNK qui est venu me casser les couilles quand j'ai dit que la barbarie ne naissait pas de nulle part. Parce que s'il y a un fan de SNK qui est venu me dire c'est un peu choquant de dire ça, je suis en mode waouh, t'as rien compris à la série en fait. On termine avec Zach. Pour conclure, je vais essayer. J'ai pas mal de choses que je voulais dire. Je vais essayer de pas faire un tunnel. Vas-y. Déjà, le premier truc très intéressant, je pense, c'est la filiation entre, bah, comme je disais, d'un côté, tu as voilà, pour une politique de racaille, et de l'autre, tu as Beauf et Barbare. Et en fait, vraiment, là où avec Beauf et Barbare, la filiation est ultra importante, c'est sur l'État racial intégral. Mhm. Et ce que Ouria fait, c'est reprendre à la fois Gramsci et Freari. Et du coup, en C'est fait, vrai. ce que tu te rends compte, c'est que dans Prairie, en vrai, il y a déjà tout le ferment du concept. C'est
en œuvre déjà, juste il le fait pas genre opérer en tant que tel, il décrit pas l'État-nation intégrale en tant que tel, mais il préfigure ça, tu vois, quand il parle de la société civile et tout. Et du coup, il y a dans ce livre-là, le côté plus euh, l'État, vraiment de comment la classe politique met en œuvre cet État intégral, alors que chez Boutelja, ça va être plus la nation, enfin le peuple, entre guillemets, les forces d'opposition, mais cégétistes, etc., etc. Et un truc, bah déjà, je le conseille, enfin, de fou, du coup, je sais pas si, Ouais, Sniper. si je devais lui mettre une note moins que 10 sur 10, je dirais que c'est parce que c'est pas assez long, tu vois, s'il y avait encore plus de trucs, ce serait un meilleur livre, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais justement, c'est là que enfin, il y a plein d'autres choses encore dans l'autre bouquin. Mais voilà, un truc qui est vraiment pertinent, je trouve, et qui fait pas mal dans le livre, c'est là où il y a ce côté optimiste, c'est il donne beaucoup d'armes de compréhension, de leviers un peu idéologiques, et notamment le truc, une phrase qu'il dit qui est super bien et qui va vraiment droit au truc, c'est quand on pose la question de l'islam est-il compatible avec la République? Oui, c'est vrai qu'il y a En un. fait, Ouais, ouais, il renverse la c'est chose. voilà, c'est déjà poser la question, c'est déjà un aveu que la République ne peut pas admettre Hmm. ne peut pas admettre l'islam. Il l'explique mieux que moi, mais voilà, il y a en gros pour pour lui, il y a des grands axes principaux de la force politique, le pouvoir blanc, et il les identifie les uns après les autres avec le droit de la nationalité, les musulmans, enfin Ouais. le traitement politique de l'islam, etc. Bon, bref, je vais pas m'étaler, mais du coup, c'est vraiment bien du point de vue militant parce que voilà, il y a tous ces axes-là différents qui sont évoqués. Et juste pour une petite dernière conclusion, c'est une phrase de Harry dans l'autre livre qui m'avait beaucoup marqué quand il parle en fait, de la réaction. Donc l'autre livre, pour situer, c'est 2005-2006, en tout cas c'est immédiatement post-émeute. Ouais. Et quand il parle en fait de la notion de territoire perdu de la République qui s'est beaucoup popularisée à ce moment-là, en fait, lui, il dit, mais s'il y a des territoires perdus dans la République, c'est pas les quartiers, c'est les prisons, tu vois, c'est les centres de rétention administrative, c'est ces choses-là, tu vois. Et du coup, il retourne complètement le truc en montrant justement la faille de la République à ce niveau-là, et c'est super beau. Et un dernier point plutôt positif aussi, c'est qu'il parle des DOM, de l'outre-mer et tout. Ça, c'est quelque chose, je trouve, dans Beauf et Barbare, sauf erreur, c'est pas mentionné. Ouais. Les luttes de territoire d'outre-mer et tout. Après, bon, c'est un sujet tellement vaste que voilà quoi. Mais c'est vrai que j'avais remarqué ça et du coup, c'est cool qu'il en parle. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup parlé, mais il en parle pas mal de la question de l'islam et comment ça pose une question à la République, parce que pour eux c'est un truc inassimilable. Et aussi, ce qui les dérange beaucoup, c'est la question de la. Il y a une dignité, il veut dire, il y a un refus dans l'attachement des indigènes, enfin dans l'attachement des musulmans à l'islam, il y a un refus. Ils voient ça comme un refus de l'intégration. C'est-à-dire que tu as des musulmans qui refusent de perdre toute une identité que la République considère comme étrangère pour se fondre dans la nation. Et c'est pour ça que ça pose ce qu'ils appellent le communautarisme, quoi. Voilà, Puis, c'est ça. ouais, ils identifient ça comme une résistance. Ouais. Et c'est là que tu vois qu'en fait, pour eux, l'universalisme et même le vivre ensemble ne peut se concevoir qu'avec des individus qui sont semblables, quoi. Que baigner dans le même moule. Et aussi, j'avais oublié, mais il parle aussi de la question de la Palestine, de pourquoi c'est aussi important pour les Arabes en France. Et ce qui est intéressant chez Sadri, c'est que en même temps, il dit que effectivement, il y a un lien ethnique et religieux des Arabes en France avec la Palestine, mais en même temps, ce n'est pas qu'une pure identification ethnique. Là, j'ai la citation. Alors, l'escalade anti-arabe et islamophobe en Occident, qui n'a cessé de progresser depuis les années 1980, entretenue activement par les relais politiques, médiatiques et intellectuels de l'État sioniste, incite cette jeunesse à reconnaître dans la hargne meurtrière qui s'abat contre les Arabes et les musulmans de la Palestine ou d'ailleurs, la même oppression raciste que celle qu'elle subit quotidiennement. Autrement dit, le soutien au peuple palestinien, libanais, irakien, etc. n'est pas une simple solidarité internationaliste, comme la pratiquent certains courants de gauche de la blanche radicale. Elle n'est pas non plus
pure identification ethnique, comme on peut le lire ici ou là. Elle est la conscience, souvent informulée, que le combat anticolonialiste des Arabes palestiniens et les combats antiracistes des Arabes en France ont un même adversaire, la domination occidentale. La Palestine n'est pas pour nous, comme l'affirme Esther Benbassa, qui rejette dos à dos activités sionistes et militants pro-palestiniens, le substitut illusoire d'une patrie perdue ou imaginée. Soutenir les Palestiniens, c'est se soutenir soi-même. En tant qu'Arabe indigénisé, proclamer à la face du blanc « Je suis arabe, je suis musulman, je soutiens les Arabes parce qu'ils sont arabes et les musulmans parce qu'ils sont musulmans », ce n'est pas essentiellement défendre une ethnie. C'est dire « Nous, les peuples victimes du racisme et du colonialisme, nous sommes unis par un destin commun ». C'est une proclamation éminemment politique. Manifester sa solidarité avec le peuple palestinien, affirmer son arabité, son islamité, s'accrocher à une culture que la République raciste veut éradiquer, procède d'une seule et même volonté. Voilà. Je pense que c'était important de le dire vu que ça fait partie des débats actuels. On l'a vu notamment avec tous les polémiques autour du Allahu Akbar en manif. Donc désolé pour cette longue citation. Eh bien écoutez, merci beaucoup, j'espère que ça vous... Merci d'avoir participé à ce premier club de lecture. Le club de lecture des fines canailles. Est-ce que ça vous a plu ça, C'est un peu intimidant ou ça va? Après, c'est vrai que pour venir parler d'un livre, ça peut vite intimider devant les gens. Mais est-ce que ça vous a plu? Oui, non, c'était grave cool. Si je dis non, tu me mets en dessous de la moyenne? Non, non, mais ça, c'est en fin d'année parce que c'est... là, je vous note, mais vous aurez vos notes en fin d'année, bien sûr. Tu prends pas mon carnet? Non, 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 il n'y a pas de souci. Ouais, Et- c'était hyper cool. C'était cool. Ah bah super. Dans le chat, vous avez aimé? Je peux faire une dernière citation juste? Vas-y. Je les ai sous les yeux, je les ai- Ça recoupe avec l'actualité, mais en gros, en fait, il parle de comment la construction de l'ennemi de l'intérieur indigène, et il dit l'insécurité sur la ligne du RERD leur semble le corollaire de l'insécurité que les indigènes feraient régner dans le monde. Les Arabes, ouais. les Noirs, les musulmans, qui sapent le privilège blanc en France, deviennent à leurs yeux l'expression d'un péril indigène à l'échelle mondiale, d'un ennemi intérieur au sens propre du terme. Pardon. D'une certaine manière, elles expriment ainsi la conscience que le privilège blanc hexagonal est le privilège blanc planétaire, que les acquis sociaux, la sécurité, la démocratie dans les pays du Nord sont pour une grande part le produit de la misère, de l'insécurité, du despotisme entretenu par le pouvoir blanc dans les pays du Sud. Ouais. Là encore, la fausse conscience est aussi une vraie conscience. Mais C'est- en plus, c'est j'aime excellent. bien sa plume à Sadri. Il a des formules. Il écrit bien, ouais. Ah, il a des bonnes formules, les gens. Il a vraiment des bonnes formules. Et on retrouve ça un peu. Ce qu'il vient de dire, on le retrouve aussi aujourd'hui. Hein. Vous avez vu comment les fachos font le lien entre ce qui se passe en Palestine et les Noirs et les Arabes de France, quoi. Ouais, c'est allé tout de Ouais, suite. ouais, Hein. ouais. Le jour même du 7 octobre, c'était tout de suite ça. Quoi. Ouais, c'est ce qui va nous arriver en France, quoi. Donc ils sont marrants de nous dire, ah, vous sentez, mais vous-même, vous êtes en mode, ah ouais, les Palestiniens et les Arabes en France, c'est pareil. Mais en tout cas, allez lire Sadri par tous les moyens possibles. Hein. Il y a aussi les articles sur le site du Pire. D'ailleurs, il faudra qu'on voit comment les sauver au cas où ils sont dissous, le Pire. Il faudra qu'on voit comment les sauver. Mais allez lire les articles. C'est ça, hein, vous allez sur recherche, vous tapez Sadri, vous aurez tous les articles de Sadri Hari. Eh ben écoutez, merci les copains. Merci à vous. Je vais vous faire Merci. quitter la chaîne. Et de toute façon, on se retrouve. Je sais pas si vous allez rester dans le chat pour un petit Allez, nickel, réact. Voilà.